Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Meus cumprimentos ao presidente. Je salue le président de l'Assemblée générale, l'ambassadeur Denis Francis de Trinité et Tobago. C'est un véritable plaisir que d'avoir été précédé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Je salue chacun et chacune des chefs d'État et de gouvernement et délégués ici présents. Je rends hommage à notre compatriote Sergio Vieira de Mello et aux 21 autres employés de cette organisation victimes d'une attaque brutale à Bagdad il y a 20 ans. J'aimerais également faire part de mes condoléances aux victimes du tremblement de terre au Maroc et des inondations en Libye. Tout comme cela a été le cas dans l'État du Rio Grande do Sul de mon pays, ces tragédies ont coûté la vie à bien des personnes et ont entraîné de nombreux dégâts. Nos pensées et nos prières vont aux victimes et à leurs familles. Mesdames et messieurs, il y a 20 ans, jour pour jour, je m'exprimais du haut de cette tribune pour la première fois. Et je disais, le 23 septembre 2003, que mes premiers mots face à ce Parlement mondial devraient être des mots de confiance quant à notre capacité humaine à surmonter les difficultés et à garantir une forme supérieure de coexistence. À nouveau, je réitère ma foi dans l'humanité. Le monde, pourtant, n'avait pas encore pris l'ampleur de la crise climatique. Aujourd'hui, cette crise est à nos portes, détruit nos maisons, nos foyers, nos villes, nos pays, fait des victimes et inflige des souffrances à nos frères, plus particulièrement les plus pauvres. La faim, le thème central de mon allocution face à ce Parlement mondial il y a 20 ans, touche aujourd'hui 735 millions de personnes qui s'endormiront ce soir sans pouvoir manger demain. Le monde est de plus en plus inégal. Les 10 milliardaires les plus riches disposent de plus de richesses que les 40% les plus pauvres de notre humanité. Le destin de chaque nouveau-né sur cette planète est déterminé par la situation de sa mère. Des régions de notre monde déterminent si oui ou non ces enfants bénéficieront d'opportunités à travers leur vie, si ces enfants pourront manger un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner chaque jour, si ces enfants auront accès à la santé, à la lutte contre les maladies qui doivent être éradiquées, si ces enfants pourront être scolarisés, trouver un emploi de qualité, ou s'ils rejoindront les rangs des personnes au chômage et des personnes découragées. Avant tout, nous devons éviter le renoncement, la fatalité, nous indiquant qu'il s'agit là d'un phénomène naturel. Il existe une absence de volonté politique parmi les dirigeants du monde à surmonter les inégalités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'assume les fonctions de président du Brésil grâce à la victoire de la démocratie dans mon pays. La démocratie nous a permis de surmonter la haine, la mésinformation et l'oppression. L'espoir, à nouveau, a vaincu la peur. Ma mission est d'unir le Brésil, de reconstruire un pays souverain, juste, durable, équitable, généreux et joyeux. Le Brésil occupe à nouveau la place qui lui revient dans sa région, dans le monde et dans le multilatéralisme.
Je n'aurai de cesse de le répéter, le Brésil est de retour, notre pays est de retour, pour apporter sa contribution face aux nombreux enjeux internationaux. O país está de volta para dar a sua devida contribuição. Notre pays est de retour pour faire sa contribution face aux nombreux enjeux internationaux. Nous réoccupons notre rôle de plaidoyer en faveur de l'universalisme qui se caractérise par le dialogue avec tous. La communauté internationale est au proie à de nombreuses crises. La pandémie de la Covid-19, les crises climatiques, l'insécurité alimentaire, la crise énergétique viennent exacerber les tensions géopolitiques. Le racisme, l'intolérance, la xénophobie font rage, sont encouragés par les nouvelles technologies qui sont censées nous rapprocher. Si nous devions résumer ces difficultés en un seul mot, nous pourrions utiliser celui d'inégalité. Les inégalités sont au cœur de ces phénomènes ou les aggravent. L'objectif est le programme le plus ambitieux des Nations Unies. Le programme à l'horizon 2030 pourrait être le plus grand échec retentissant des Nations Unies. Nous sommes à la mi-parcours de la mise en œuvre de ces objectifs et nous sommes bien loin de pouvoir les concrétiser. La plupart des objectifs du développement avancent très lentement. L'importance morale et politique d'éradiquer la pauvreté et de mettre fin à la famine semble se dissiper. Au cours des 7 dernières années qu'il nous reste, réduire les inégalités parmi les pays devrait être notre priorité pour le programme à l'horizon 2030. Pour réduire les inégalités au sein des pays, y compris parmi les plus pauvres, les budgets gouvernementaux doivent imposer des impôts aux plus riches. Au Brésil, nous nous sommes engagés à réaliser les 17 ODD de façon intégrée et indivisible. Nous voulons parvenir à l'égalité raciale dans la société brésilienne grâce à un 18e objectif que nous allons adopter à titre volontaire. Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir. Nous avons adopté un plan d'éradication de la faim au Brésil, présentant une série d'initiatives de réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Je pense par exemple à Bolsa Familia, qui est un programme de transfert de revenus en faveur des familles permettant la vaccination et la scolarisation des enfants. Nous nous inspirons de Berta Lutz, un pionnier et un plaidoyer, une militante en faveur de l'égalité des sexes et de la Charte des Nations Unies. Nous avons donc adopté une législation sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes lorsqu'ils assument les mêmes fonctions. Nous voulons lutter contre les féminicides et toutes les formes de violence perpétrées à l'encontre des femmes. Nous allons également plaider en faveur des groupes LGBTQI+, et des personnes vivant avec un handicap. Nous allons faire le choix de pratiques de participation sociale comme outil stratégique de mise en œuvre des politiques publiques. Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons penser à demain et lutter contre les inégalités historiques. Les pays riches ont pu croître grâce à des modèles de production riches en émissions de gaz à effet de serre. L'urgence climatique nous indique qu'il est urgent de rectifier le tir et de mettre en œuvre ce que nous avons adopté. Nous devons parler des responsabilités communes et différenciées. Ce sont les pays les plus vulnérables de l'hémisphère sud qui sont les plus durement touchés par les changements climatiques. Les 10% les plus riches de notre population mondiale sont responsables de près de la moitié des émissions carbone dans notre atmosphère. Nous, les pays en développement, nous ne voulons pas utiliser ce modèle de développement. Au Brésil, nous l'avons déjà prouvé et nous le prouverons à nouveau.
un modèle de développement durable et juste d'un point de vue social est possible. Nous sommes à l'avant-plan de la transition énergétique et nos systèmes de production sont parmi les plus propres du monde. 87% de notre production électrique provient de sources propres et renouvelables. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, l'éthanol et le biodiesel croissent chaque année. Le potentiel de l'hydrogène vert est immense. Avec notre projet de transition écologique, nous allons investir dans l'industrialisation et les infrastructures durables. Nous avons repris notre programme en faveur de l'Amazonie avec des mesures de supervision et de lutte contre les crimes environnementaux. Ces 8 derniers mois, la déforestation en Amazonie au Brésil a pu être réduite de 48%. Le monde n'a de cesse de parler de l'Amazonie. Aujourd'hui, c'est l'Amazonie qui parle pour elle-même. Il y a un mois, nous avons accueilli le sommet de Belém au cœur de l'Amazonie et nous avons lancé un nouveau programme de coopération entre les pays qui partagent cette région. On recense 50 millions d'Américains du Sud qui habitent dans l'Amazonie et dont l'avenir dépend de mesures déterminées et coordonnées des pays assumant leur souveraineté sur cette région. Nous avons également facilité le dialogue avec des pays abritant des forêts tropicales en Afrique et en Asie. Nous voulons arriver à la COP28 à Dubaï, munis d'une vision conjointe, reflétant nos priorités en matière de préservation de l'Amazonie, du bassin du Congo et du Mékong, conformément à nos besoins. Si nous ne mobilisons pas nos ressources financières et technologiques, nous ne serons pas en mesure de mettre en œuvre l'accord de Paris ou le cadre mondial de la biodiversité. La promesse d'allouer 100 milliards de dollars annuellement aux pays en développement reste encore lettre morte. Aujourd'hui, ces montants ne suffiraient pas pour répondre aux besoins qui atteignent des milliers de milliards de dollars. Monsieur le Président, le principe sur lequel est fondé le multilatéralisme, à savoir l'égalité souveraine des nations, s'érode. Au niveau international, les négociations permettant à chaque pays de se faire entendre perdent de leur élan. Alors que les institutions reproduisent les inégalités, elles font partie du problème et non de la solution. L'année dernière, le FMI a rendu disponible 160 milliards de dollars en droits de tirage spécial aux pays européens et seulement 34 milliards de dollars aux pays africains. Cette représentation inéquitable au niveau de la gestion du FMI et de la Banque mondiale est inacceptable. Nous n'avons pas pu corriger les excès de la dérégulation des marchés ou encore garantir l'appui minimal de l'État. Les jalons d'une nouvelle gouvernance économique font encore défaut. Les pays BRICS sont le fruit de l'inertie et constituent une plateforme stratégique pour promouvoir la coopération entre les pays émergents. L'élargissement du groupe à l'occasion du sommet de Johannesburg nous permet de renforcer notre lutte en faveur d'un ordre mondial permettant la pluralité économique, géographique et politique au XXIe siècle. Nous sommes une force qui œuvre en faveur d'un commerce international plus juste, alors que le multilatéralisme est en crise. Le protectionnisme des pays riches gagne du terrain, alors que l'OMC est paralysé, notamment son système de règlement des différends. Personne ne se souvient des négociations de Doha pour le développement. Dans le même temps, le chômage, les conditions de vie précaires hypothèquent la confiance de la population quant à la possibilité d'un avenir meilleur, plus particulièrement chez les jeunes. Les gouvernements doivent
reconnaître la dissonance entre la voix des marchés et la voix des peuples. Le néolibéralisme exacerbe les inégalités économiques et politiques qui sapent nos démocraties. Il s'agit d'un lait qui continue à marginaliser nos peuples. Parmi cette situation de chaos, l'extrémisme, le rejet de la politique et de véritables solutions font rage. Beaucoup cèdent à la tentation de remplacer le néolibéralisme par un nationalisme autoritaire, conservateur et primitif. Nous renonçons à ces discours qui exploitent les immigrants, qui remettent en question l'État-providence et s'en prennent aux droits des travailleurs. Nous devons en plaider en faveur de traditions plus humanistes qui ont inspiré la création des Nations unies. Aucune des avancées sociales ou économiques en Brésil n'a été possible sans l'appui de l'État. Des journalistes tels que Julian Assange ne sauraient être condamnés dans une société utilisant l'information de façon transparente et légitime. Nous devons lutter contre la mésinformation et la cybercriminalité. Les applications et les plateformes ne doivent pas servir à abolir les lois du travail pour lesquelles nous avons tant lutté. Alors que nous allons assumer la présidence du G20 en décembre prochain, nous n'épargnerons aucun effort pour lutter contre les inégalités sous toutes leurs dimensions dans le cadre de nos efforts internationaux. Conformément au slogan « Créer un monde plus juste et une planète plus durable », notre présidence brésilienne donnera la priorité à l'inclusion sociale, la lutte contre la faim, la lutte pour le développement durable et la réforme des institutions de gouvernance internationale. Monsieur le Président, il ne saurait y avoir de durabilité ou de prospérité sans la paix. Les conflits armés constituent un affront à notre rationalité humaine. Nous connaissons les horreurs et les souffrances entraînées par les guerres. Nous avons le devoir de promouvoir une culture de paix. Nous devons renforcer notre détermination et notre vigilance. Il est préoccupant de constater que certains différends non résolus perdurent alors que de nouvelles menaces se profilent à l'horizon. La difficulté de garantir la création d'un État de la Palestine en est la preuve. À cela vient s'ajouter la crise humanitaire en Haïti, le conflit au Yémen, les menaces qui pèsent sur l'unité nationale de la Libye, les ruptures institutionnelles au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée-Conakry, au Mali, au Niger, au Soudan, au Guatemala. Nous sommes les témoins d'un risque d'un coup d'État qui risque d'empêcher le gagnant d'élections démocratiques à assumer ses fonctions. La guerre en Ukraine a mis en lumière notre incapacité à concrétiser les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ne sous-estimons pas ces difficultés à garantir la paix. Aucune solution ne sera pérenne si elle n'est pas fondée sur le dialogue. Je n'ai eu de cesse de le répéter. Nous devons œuvrer pour créer des possibilités de négociation. Nous investissons beaucoup dans les armements et très peu dans le développement. L'année dernière, les dépenses militaires ont atteint 2 000 milliards de dollars. Les dépenses en matière d'armement nucléaire ont atteint 80 milliards de dollars, soit 20 fois plus que le budget ordinaire des Nations Unies. La stabilité et la sécurité nous échapperont tant qu'il y aura l'exclusion sociale et les inégalités. L'ONU a été créée pour abriter la compréhension et le dialogue. La communauté internationale est face à un choix. D'un côté, le renforcement des conflits, des inégalités et l'érosion de l'état de droit. D'un autre côté, le renouvellement des institutions multilatérales créées pour promouvoir la paix. Les sanctions unilatérales entraînent bien des souffrances aux populations des pays concernés.
Alors que ces sanctions ne permettent pas d'atteindre les objectifs proférés, elles hypothèquent la médiation et les processus de prévention, ainsi que la résolution pacifique des conflits. Le Brésil continuera de rejeter de telles mesures adoptées hors de l'appui de la Charte des Nations Unies, telles que l'embargo financier et économique imposé contre Cuba, qui est en fait également la tentative de qualifier ce pays d'appui du terrorisme. Nous allons continuer de dénoncer toutes les tentatives de diviser notre monde en zones d'influence ou les tentatives visant à réattiser la guerre froide. Le Conseil de sécurité perd progressivement en crédibilité. Sa fragilité est le fruit de mesures des membres permanents qui s'adonnent à des guerres interdites avec pour objectif l'expansion territoriale ou les changements de régime. La paralysie du Conseil est la preuve la plus éloquente de l'importance de la réforme. Mesdames et messieurs, les inégalités devraient nous enrager. Nous devrions être enragés face à la faim, la pauvreté, les guerres, le mépris face à la vie humaine. Mus par cette capacité à nous enrager, nous devrions agir de façon infaillible pour lutter contre les inégalités et changer notre monde. L'ONU doit assumer ses fonctions de responsable d'un monde plus solidaire et plus équitable. Mais l'ONU ne sera à mesure d'y parvenir que si nous avons le courage de renoncer à notre division et à faire le choix de la lutte contre les inégalités. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish... Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République fédérative du Brésil de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.